Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Nous partons à Marrakech, guidés aujourd'hui par Nicolas Péguin, directeur du bureau Morocco Sotheby's International Royalty, situé à Marrakech même. Ce spécialiste de l'immobilier au Maroc va nous donner les clés d'un investissement serein sur le marché immobilier florissant de Marrakech et qui ne s'arrêtera sans doute pas en si bon chemin. Coupe du monde de football de 2030 oblige. Bonjour Nicolas Péguin. Oui, bonjour Anne-Sandrine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je viens d'évoquer dans l'introduction la Coupe du monde de football de 2030 qui se déroulera en Espagne, au Maroc et au Portugal. La perspective de cet événement contribue-t-elle d'ores et déjà à insuffler une dynamique d'investissement immobilier à Marrakech plus grande encore qu'elle ne l'est déjà? Parce qu'on sait que Marrakech suscite beaucoup d'envie chez les investisseurs et les acquéreurs. Alors absolument. Déjà depuis la fin du Covid, il y a effectivement une croissance continue de l'intérêt qui est porté sur la destination Marrakech par un certain nombre de publics étrangers, et en particulier d'Europe de l'Ouest. Depuis l'annonce de l'organisation par l'Espagne, le Portugal et le Maroc de la Coupe du monde 2030, alors oui, ça renforce la dynamique, ça permet effectivement on constate en tout cas qu'il y a un intérêt qui est plus affirmé de la part d'investisseurs. Ça c'est incontestable, et c'est aussi une évolution du profil investisseur et de la nature de l'investissement qu'ils étudient, et ça c'est une différence qui, je pense, est le résultat de cette organisation prochaine de la Coupe du Monde. À titre d'exemple, si on est effectivement en train de discuter avec un investisseur qui souhaite en prévision de la Coupe du Monde investir, il a sur un produit de type produit hôtelier ou maison d'hôte, il va avoir des attentes qui seront de bénéficier de beaucoup plus de chambres que le profil classique qu'on pouvait avoir dans l'investissement avant l'annonce de la Coupe du Monde. Donc un riad dans la Médina, qui fait par exemple, qui aurait entre 5 et 12 ou 13 chambres. Aujourd'hui, on a des demandes qui vont plutôt porter sur des biens qui vont permettre de pouvoir aller jusqu'à 20, voire 30, voire 35 chambres dans la Médina, soit sur de très grosses unités riad, soit sur des regroupements de plusieurs riads. Donc c'est un exemple de cet effet, effectivement, Coupe du Monde. Après, il y a un élément d'attention et de temporisation, c'est que la Coupe du Monde ne fera pas tout, et ça n'exclut aucunement le fait que le bon choix de l'investissement soit lié à une réflexion, une projection, une évaluation des attentes possibles des clients et des éléments de rentabilité. Donc là-dessus, c'est aussi un peu notre rôle, c'est d'orienter, ou en tout cas parfois de réorienter certaines intentions qui ne seraient pas forcément gage de succès, simplement parce qu'en 2030, le Maroc sera un des co-organisateurs de la Coupe du monde de football. Oui, et d'ailleurs, on pourrait croire que c'est un phénomène qui s'assimile à celui qu'a vécu Paris avec les JO. Et finalement, quand on vous écoute et quand on écoute le type d'exemple que vous avez donné, on n'est pas tout à fait dans la même sphère, en fait. Non, et d'ailleurs, on a aussi eu l'exemple, vous citiez Paris, on a eu l'exemple à Paris d'ambition quant à l'organisation de la Coupe du Monde à Paris, qui finalement se sont avérées ne pas forcément être satisfaites par les personnes. Ça donne un bon exemple à Paris ou dans d'autres destinations. C'est un bon exemple aussi que la Coupe du Monde ne fait pas tout et n'est pas le gage absolu et garanti que tout investissement sera d'un niveau de rentabilité qui serait majoré par rapport à, sans qu'on ait finalement réfléchi à l'investissement que l'on souhaite faire, comment on va le faire, à quel endroit, et ça c'est important. Oui, alors si on met de côté cet événement, de façon générale, quels sont les moteurs, les motivations des personnes qui investissent dans l'immobilier à Marrakech, et donc depuis la sortie du Covid et de façon croissante apparemment? Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments déjà qui sont, je dirais, assez immuables. Oui, culturels, agréments,
Culturel, agrément, ce sont des couleurs, ce sont des odeurs, c'est un pays de contraste. Et Marrakech, finalement, condense beaucoup de tous ces éléments. C'est aussi une destination qui est très bien connectée avec beaucoup de pays, notamment en Europe, mais également en Amérique du Nord, au Moyen-Orient. Donc, il y a eu un travail important qui a été fait par le Maroc pour donner la solidité à la destination étant la capitale du tourisme au Maroc. Et il y a des fondements qui sont désormais solides et qui attestent de cela. Après, il y a une proximité, simplement si je prends un temps de vol Paris-Marrakech, on est à moins de 3 heures de vol et je pense on a un dépaysement, pas simplement climatique, sur énormément de choses qui en fait peut-être la plus proche des destinations lointaines au sens exotique. Donc tout ça est quelque chose qui est souvent recherché par les personnes qui viennent ou qui font le choix de venir à Marrakech. Toutes ces personnes qui viennent, elles vont notamment loger dans différents types d'hébergements qui peuvent être de l'hôtel le plus classique jusqu'à la location de villas ou de riad dans la médina de Marrakech. Il y a un potentiel de rendement locatif qui est très élevé à Marrakech. On est sur un marché locatif qui est très dynamique et ce dynamisme du marché locatif rend l'attractivité de l'investissement d'autant plus dynamique également pour un investisseur étranger. Il y a plusieurs raisons, mais cette raison-là, dans le cadre d'un investisseur qui fait le choix d'investir à Marrakech pour un investissement strictement locatif, pour un investissement qui serait locatif et également privé, pour s'y rendre à quelques reprises dans l'année, ou pour un investissement qui serait strictement privé, tout en ayant une valorisation des prix au mètre carré sur le marché, qui permet finalement de pouvoir avoir une attente de plus-value à la revente, c'est un élément, et d'avoir finalement très très vite un rendement qui se génère sur le bien qui vient d'être acquis, puisqu'on peut être sur des rendements locatifs à Marrakech, aussi bien sur des riads que sur des villas, qui est de l'ordre de presque minimum 8%, avec parfois pouvant aller jusqu'à 12%, ce qui est un taux de rendement locatif qui est tout à fait attractif comparativement à ceux qu'on peut avoir en comparaison sur des marchés européens. Vous avez parlé de la plus-value et du prix à la revente. Est-ce que cette idée que la qualité constructive des biens immobiliers à Marrakech et au Maroc de façon générale n'est pas toujours là, a tendance à s'améliorer ou pas ? Alors, il y a toujours, on va dire que rien n'est toujours parfait, rien n'est parfait. Non, mais oui, c'est un point d'attention en fait. Mais en fait, c'est un point de vigilance, mais je dirais que c'est un point de vigilance que n'importe quel investisseur va avoir dans n'importe quelle destination où il souhaite investir, que ce soit au Maroc, en Europe ou ailleurs. Il y a eu beaucoup d'évolutions si on se réfère à des époques, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quant à la qualité des constructions. Il y a un système de normes de construction également qui est tout à fait établi. Il y a un système de suivi et de vérification aussi bien par les autorités que par un certain nombre d'organismes de la qualité des constructions. Il y a eu récemment notamment un événement qui a endeuillé Marrakech et bien au-delà, qui est donc le tremblement de terre dans l'Atlas. Il a pu finalement démontrer que les règles et les normes qui sont appliquées par le Maroc de façon stricte quant à la qualité des constructions et quant notamment à un certain nombre d'éléments qui peuvent être en prévision de séisme ou autres, ont montré que les bâtiments qui ont souffert, je ne parle pas de ceux qui sont des bâtiments traditionnels dans les petits villages de l'Atlas, mais au niveau de la ville et de son environnement plus proche, on n'a pas constaté que des quartiers entiers pouvaient être détruits, que des immeubles pouvaient, par la destruction ou par le fait qu'ils se soient éboulés, démontrer qu'il y aurait eu justement des pratiques qui auraient été de contourner l'application stricte des normes, comme ça a pu certainement effectivement se constater dans d'autres pays face à de mêmes problèmes climatiques. Il y a eu effectivement quelques
quelques maisons qui se sont écroulées, en particulier dans la Médina. Et le plus souvent, c'était des biens qui étaient très anciens et qui, je dirais pas menaçaient ruine, mais qui en tout cas Oui. n'étaient pas construits selon les normes qui s'appliquent depuis déjà plusieurs années et qui sont suivies par les autorités marocaines. Après, il y a un élément, c'est que quand on est dans un choix de construction, c'est effectivement important de se référer dans le choix Oui. à des personnes qui vont être en mesure de pouvoir avoir fait une présélection de la qualité du promoteur. Quand je parle de la qualité de promoteur, ça peut être sa solidité financière, ça peut être sa capacité à s'engager sur les délais, à les respecter, de la qualité aussi des partenaires avec lesquels il va mener le projet, constructeur, maîtrise d'ouvrage. Donc, ce sont des éléments qu'il faut bien évidemment, vis-à-vis desquels il faut être attentif et ne pas hésiter à avoir recours à justement certaines personnes qui vont vous proposer des biens qui auront été, entre guillemets, présélectionnés sur ces principes-là et pas simplement sur le principe du prix, pas simplement sur le principe d'une esthétique, mais sur le prix, l'esthétique, la qualité de la construction, le respect des délais, la solidité financière de celui qui construit le programme sur lequel vous vous êtes positionné sont des éléments importants, mais c'est finalement une vigilance qui quand même s'applique de la même façon à peu près pour tout le monde dans n'importe quel marché où on envisage d'acquérir sur des biens en construction. Donc, si je vous écoute, d'un point de vue patrimonial, c'est une bonne idée d'investir à Marrakech. Alors, on est dans un pays qui a effectivement bien évolué, on est dans un pays qui a énormément investi sur ses infrastructures, on est dans une ville, à Marrakech et dans sa région, qui est le cœur touristique, donc qui a une attention également particulière. On est dans un pays où le niveau de sécurité est même plutôt enviable par beaucoup d'autres pays. Oui. On est donc de sécurité et de stabilité. Mmh. Donc, il y a beaucoup de paramètres, au-delà des paramètres de plaisir qu'on évoquait au début de l'entretien, il y a beaucoup de paramètres qui sécurisent l'intention d'acquérir quelque chose à Marrakech, au Maroc et à Marrakech en particulier. Et ensuite, on parlait de la Coupe du Monde au tout début. Bon, évidemment, la Coupe du Monde va avoir un effet sur le rendement locatif ou sur l'intérêt, en tout cas, de la destination, avant la Coupe du Monde, pendant la Coupe du Monde, bien évidemment, et après la Coupe du Monde, ce qui peut garantir le fait que le marché va s'apprécier. Il s'est déjà apprécié par rapport à la fin du Covid. Le marché s'appréciant, on est sur un schéma de plus-value qui peut être tout à fait envisagé sur une acquisition et sur sa revente plusieurs années après. Donc, d'une certaine façon, tous ces aspects-là rendent l'attraction d'un investissement à Marrakech, au-delà des aspects de dépaysement, de culture et de climat d'ailleurs, qui peut être effectivement, tout à fait intéressant pour ceux qui regardent Marrakech. Là-dessus, je ne vous contredis pas. Nous sommes sur un marché qui est en progression. Maintenant, est-ce qu'il est encore capable de répondre à cette demande croissante et qui va peut-être aller plus avant encore ? Alors, on commence à sentir sur certains types de produits, effectivement, certaines difficultés ou certains manques par rapport à la demande. On est dans un schéma où sur un certain nombre de produits ou sur certaines tranches de budget, parfois il devient plus compliqué de satisfaire une demande qui est supérieure à l'offre. Il y a après un temps qui est aujourd'hui un temps de construction de beaucoup de choses autour de la ville. Et donc ce sont de potentiels nouveaux produits qui vont entrer sur le marché. Là, ça n'exclut pas le fait qu'il s'agit de bien les sélectionner parce que tout n'est pas parfait, bien évidemment, mais il y a beaucoup de professionnels qui sont tout à fait à même de pouvoir sélectionner les bons produits. Mais on est effectivement déjà en train d'arriver dans un schéma où il y a plus de demandes que d'offres, ce qui aussi pour ce levier-là est un élément qui peut donner une certaine appréciation de la valeur des biens sur le marché de Marrakech. Bon, il y a une telle demande en termes de souhait de location, courte durée, de location saisonnière, que finalement cet aspect des choses n'impacte pas du tout d'ailleurs le niveau de rentabilité brute en termes de location qui se maintient et qui, pour prendre, on est au tout début de 2024 a été une année record en nombre de visiteurs qui se sont rendus à Marrakech l'année dernière. Donc la tendance est soutenue.
la destination est solide. Cela n'exclut aucunement le fait d'être effectivement vigilant, de bien regarder les choses. Tout n'est pas garanti comme étant soit plus-value garantie ou voilà. Donc Non, bien de, sûr. de bien vérifier tous ces points-là, mais c'est plutôt comme on le constate Mmh. une destination dont le dynamisme, il est effectivement généré par un certain nombre d'investisseurs qui sont en train de regarder avec beaucoup d'intérêt et d'acquérir pour un certain nombre dans la destination. La Coupe du Monde, c'est un autre aspect, et je dirais que c'était plus sur des investisseurs qui sont plus d'ordre professionnel ou plus structuré Oui. que justement l'attention et la nature des biens recherchés a évolué par rapport à avant l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde. Et dernier point, quels sont les points sur lesquels les candidats acquéreurs doivent être vigilants en préparant ce sujet? On avait parlé de la situation foncière, cadastrale, de la situation de l'eau. Est-ce que vous pourriez nous éclairer pour la dernière question? Alors, si effectivement il y a 2 points principaux Oui. d'attention, c'est ceux qu'on avait évoqués ensemble au Oui. préalable. C'est très important de vérifier que le bien qu'on vous présente, qu'il soit en construction, qu'il soit à construire ou qu'il soit déjà construit, soit effectivement tout à fait sain au niveau ou sur son aspect strictement administratif et foncier. Oui. On peut avoir, alors il suffit d'un cas pour qu'on ait l'impression que ce soit une généralité, ce n'est pas du tout le cas sur le marché, Mmh. mais ça n'exclut aucunement d'être attentif et de s'appuyer sur des personnes et des partenaires dans ce choix d'acquisition qui vont justement avoir un sens de vérifier que tout est effectivement bien conforme. Bon, il y a après, quand on veut finaliser une acquisition, on passe devant un notaire. Le droit notarié au Maroc est quasiment le même qui s'applique Oui, notamment en France, ce qui veut dire que le devoir du notaire est de pouvoir confirmer que Monsieur X s'apprête à acquérir un bien qu'il peut acquérir et que le bien est totalement sain pour que cette acquisition se passe le mieux possible. Mmh. Mais ça n'exclut pas le fait d'être assez attentif parce que parfois, il peut y avoir des biens qui sont des deuxièmes mains et qui, pour X raisons, ont pu passer outre certaines choses ou ne pas aller au bout de certaines procédures. Et en fait, on peut dire que tout peut finir par se régler, mais par contre, on ne maîtrise pas le temps que ça peut prendre. Mmh. Et je pense que, voilà, quand on est dans un processus d'acquisition, on a envie d'aller vite et bien, et on n'a pas forcément envie d'être arrêté à une étape et de devoir attendre des délais qui peuvent être parfois très longs. Mmh. L'autre élément qui est très important, et c'est d'ailleurs connu, et les personnes qui se présentent à nous avec un souhait d'acquisition sont souvent d'ailleurs les premiers à en parler, c'est la question de l'eau et notamment donc du stress hydrique. Il est très important de bien vérifier que l'emplacement où va se trouver le bien est un emplacement qui ne souffre pas de problématiques d'eau. Mmh. Souvent, on peut être sur des emplacements qui ne sont pas raccordés au service de l'eau de la ville. Et dans ces cas-là, on fonctionne avec des puits. C'est important de savoir si le puits qui se trouve sur le terrain, il est alimenté. C'est également important et plutôt sécurisant de savoir que ce puits, quand il a été construit, il a été autorisé, ou de savoir si ce n'est pas le cas, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire autoriser. Mais en règle générale, c'est important d'avoir une vigilance complète quant à la disponibilité de l'eau et en toute saison. Parce Oui. qu'évidemment, si on visite au mois de février, on peut voir un jardin vert, que tout semble très bien, mais c'est peut-être pas tout à fait le cas au mois de juillet, au mois d'août. Donc, il y a des zones sur lesquelles il faut être particulièrement attentif. Il y a aussi plein d'autres zones sur lesquelles on n'a pas de sujet, mais il ne faut pas non plus se baser là-dessus. Il faut par principe être très attentif sur la question de l'eau. Le Maroc souffre est dans un stress hydrique important depuis
plusieurs années de sécheresse, en tout cas de manque de pluie, et c'est sûr que ça impacte énormément de régions et ça impacte également la région de Marrakech. Donc vigilance sur l'eau et vigilance sur la situation administrative du bien qui peut intéresser un potentiel acquéreur. Oui, et quand on parle de situation administrative, il y a aussi celle de la vocation agricole d'un terrain avec une levée à obtenir ou être certain qu'on l'a obtenu aussi. Oui, voilà, effectivement. Donc, en fait, pour le mot générique, c'est la VNA, dont on entend très souvent parler quand on est dans un processus d'acquisition à Marrakech. La terre agricole est réservée à l'acquisition des Marocains et, sur le principe, est interdite pour être acquis par des personnes étrangères non marocains. Et il y a deux particularités, c'est tunisien et sénégalais. Ce qui fait qu'il y a des procédures et des éléments qui permettent à un étranger de pouvoir acquérir une terre qui se trouve en périmètre agricole et obtenir le fait que sa vocation agricole soit retirée à cette terre pour permettre à cet étranger de l'acquérir. Donc, c'est ça, la VNA. La VNA, c'est l'attestation de vocation non agricole de la terre. Donc, parfois, c'est un sujet qui peut être immédiatement bloquant. Et dans ces cas-là, toutes les étapes qui pourraient suivre dans une recherche seraient une perte de temps. C'est parfois un sujet qui peut être tout à fait gérable selon un chemin que les agents immobiliers, les notaires et tout autre conseil peuvent tout à fait connaître, maîtrisent et peuvent assister le potentiel acquéreur. En tout cas, le principe peut revenir à dire, voilà, je vais construire une maison d'hôte à l'extérieur de Marrakech. D'une certaine façon, l'État marocain va valider que le projet tient la route, que les plans sont également validés et va donner une forme de délai qui va permettre de réaliser le projet pour lequel on demande que la vocation agricole de ce terrain soit levée à réalisation du projet. Bon, parfois, le projet est réalisé, on peut occuper le bien, on peut l'exploiter, on peut finalement même vivre plusieurs années dans ce bien, mais il ne faut pas omettre qu'il y a des démarches ultimes qui permettent à l'issue du projet de dire « bon, voilà, j'ai réalisé tout ce pourquoi je m'étais engagé ». Et dans ces cas-là, l'État délivre la vocation non agricole du terrain où ça se trouve. Bon, ça, c'est parfois une omission qui finalement peut devenir un sujet quand on est en train de chercher à revendre son bien. C'est pas un cas qui rendrait la revente absolument impossible, aucunement, mais parfois ça peut être un cas qui impacte des délais supplémentaires avec des démarches administratives et qui pouvaient être traités au moment où il aurait dû être traité. Bon, ça fait partie, c'est un exemple parmi d'autres, des choses qui font que, évidemment, quand on va acquérir quelque chose, on est vigilant et on essaye de se faire le mieux accompagner sans tomber dans un emballement ou avoir l'emballement de ceux qui nous accompagnent et qui vous laisserait penser que tout est parfait, tout est impeccable et qu'il n'y aura aucun sujet et que vous pourrez très vite profiter de tous les plaisirs de cette destination. Voilà, donc vigilance, c'est important et ça n'est pas à exclure. Et oui, et bien toujours s'entourer de professionnels. Merci Nicolas Béguin d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Et puis aussi à vous qui nous écoutez. Merci et à très bientôt. Je vous en prie, au revoir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.